Lucas Moreira pressa son visage contre la vitre froide de l'hôpital, laissant une petite marque de buée sur le verre. Ses doigts maigres traçaient des cercles imaginaires tandis qu'il observait les gens courir dans les rues de Paris, portant leur vie normale dans des sacs de courses et des mallettes. C'était lundi matin, et il savait que ses camarades de classe arrivaient à l'école élémentaire Saint-Michel, se plaignant du devoir de mathématiques qu'ils n'avaient pas fait le week-end. Une vie qui semblait appartenir à une autre personne, à un Lucas qui existait avant que les mots leucémie lymphoblastique aiguë ne transforment sa réalité. Chambre 247, aile pédiatrique de l'hôpital Saint-Louis. 112 jours. Lucas avait arrêté de compter après 100, mais sa mère continuait de marquer chaque jour sur le petit calendrier qu'elle avait acheté à la boutique de cadeaux de l'hôpital. De petites croix rouges qui représentaient une éternité pour un garçon de 8 ans qui voulait juste courir après un ballon de football. La chambre était devenue son monde entier. Il connaissait chaque tache au plafond. Il y en avait une qui ressemblait à un chien quand on la regardait d'une certaine façon, et à un avion quand on changeait d'angle. Il savait exactement à quelle heure l'infirmière Claire faisait ses rondes, toujours à 7h, 11h, 15h et 19h. Connaissait le bruit spécifique que faisait le chariot de médicaments quand il tournait le coin du couloir, et avait mémorisé les noms de tous les autres patients de l'aile. Sophie de 4 ans avec une tumeur au cerveau, Ahmed de 10 ans se remettant d'une chirurgie cardiaque, Camille de 7 ans qui était arrivée la semaine précédente avec ses parents pleurant dans le couloir. Ses jambes, qui étaient autrefois assez fortes pour shooter le ballon du milieu du terrain, directement dans le but sur le terrain de jeu de l'école, ressemblaient maintenant à des baguettes couvertes d'une peau presque transparente. Ses bras avaient des hématomes violets et verts des innombrables prises de sang. Les cheveux châtains que sa grand-mère disait toujours être exactement comme ceux de papa quand il était petit, étaient tombés petit à petit, d'abord en mèche sur l'oreiller, puis en touffe sous la douche, jusqu'à ce que Marie doive raser ce qui restait pour qu'il ne se sente pas plus mal en voyant les brins éparpillés partout. « Maman, pourquoi le docteur Dubois a-t-il fait cette drôle de tête hier ?» demanda Lucas sans quitter la fenêtre des yeux. Marie Moreira, qui pliait les mêmes 3 chemises pour la 5e fois ce matin-là, une façon de garder les mains occupées pour ne pas penser moins, s'arrêta et regarda son fils. Elle avait dormi un total de 3 heures dans cette chaise inconfortable que l'hôpital appelait « hébergement pour accompagnant ». Son dos lui faisait mal, sa tête battait, et elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait mangé un repas complet. 3 mois auparavant, elle travaillait à la boutique La Mode Parisienne, aidant des dames élégantes à choisir des robes chères pour des événements qu'elles ne pourraient jamais se permettre de fréquenter. 3 mois auparavant, sa plus grande préoccupation était de savoir si elle réussirait à payer les fournitures scolaires de Lucas, et s'il resterait encore de l'argent pour l'emmener au cinéma le week-end. Maintenant, elle vivait dans une économie parallèle, faite de machines à café d'hôpital, de sandwichs en plastique, et de la terreur constante de chaque résultat d'examen. « Quelle tête, mon amour ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix normale. « Cette tête que font les adultes quand ils ne veulent pas dire quelque chose de mauvais à un enfant. La même tête que tu as faite quand papa a perdu son travail. » L'intelligence émotionnelle de Lucas avait toujours impressionné les adultes, mais maintenant c'était presque cruel. Il percevait les nuances dans les expressions faciales, les changements subtils dans le ton de voix, la différence entre un silence normal et un silence inquiet. C'était comme si la maladie avait aiguisé sa capacité à lire les émotions des gens autour de lui. Marie s'approcha du lit et s'assit sur le bord, sentant le matelas fin s'affaisser sous son poids. Le docteur Dubois réfléchissait juste au meilleur traitement pour toi, maman. La voix de Lucas portait une gravité qui ne devrait pas exister chez un enfant de 8 ans. Je vous ai entendu parler dans le couloir hier soir. J'ai entendu les mots résistant, 2e ligne et option limitée. Je ne suis pas stupide. Le cœur de Marie se brisa un peu plus. Comment expliquer à son fils que le traitement standard ne fonctionnait pas comme prévu? Que les cellules cancéreuses étaient plus tenaces que les médecins ne l'avaient prévu? Qu'ils entraient en territoire inconnu, où les statistiques devenaient de plus en plus sombres? Les cellules méchantes sont plus difficiles à combattre que nous le pensions, dit-elle finalement, choisissant chaque mot avec soin. Mais cela ne veut pas dire que nous allons abandonner. Nous n'abandonnerons jamais. Lucas hocha la tête, mais ses yeux retournèrent vers la fenêtre. Sur la table de chevet, une petite collection de trésors racontait l'histoire de sa vie avant et pendant la maladie. Il y avait des cartes faites par ses camarades de classe, des dessins au crayon de cire de soleil jaune et de maisons avec des cheminées qui fumaient, des phrases écrites avec l'écriture incertaine d'enfants de 8 ans. « Reviens vite, Lucas. L'équipe de football n'est plus la même sans toi. Nous croisons les doigts pour toi. » Il y avait aussi une petite photo froissée de quand il avait marqué 3 buts au championnat interscolaire, souriant avec des dents manquantes, et la médaille de bronze accrochée au cou. À côté, une photo plus récente de la famille, lui, Marie et son père Pierre, prise 2 semaines avant le diagnostic, un dimanche qui semblait maintenant appartenir à une vie complètement différente.
Mais l'objet le plus précieux était une page de magazine soigneusement découpée. Kylian Mbappé courant avec le ballon, les muscles tendus, le visage concentré, libre comme le vent. Lucas avait trouvé l'image dans un magazine qu'un patient avait laissé dans la salle d'attente et avait demandé à sa mère de la découper. Il la regardait chaque soir avant de dormir, imaginant ce que ce serait de sentir le vent sur son visage en courant. La sensation du ballon obéissant à chaque touche de ses pieds. « Maman, tu penses que je pourrais rejouer au football ?» La question sortit comme un murmure, chargé de tant de peur que Marie dut cligner plusieurs fois pour ne pas pleurer devant lui. « Bien sûr que oui, mon cœur. Tu joueras, tu courras, tu feras tout ce dont tu rêves. Mais, et si mes jambes ne redeviennent pas fortes? Et si je ne peux plus jamais courir comme avant? Et si… » Sa voix faillit. « Et si je ne réussis pas à guérir ?» Avant que Marie puisse former une réponse adéquate à des peurs si grandes venant de quelqu'un de si petit, un bruit différent dans le couloir attira l'attention de tous les deux. Ce n'était pas le bruit habituel des chariots de médicaments ou des infirmières qui parlaient. C'était quelque chose de plus urgent, excité, des voix chuchotant rapidement, des pas pressés, mais essayant d'être silencieux. Le son incontestable de personnes essayant de s'organiser pour quelque chose d'important, sans faire trop de bruit. Lucas reconnut la voix de l'infirmière Claire, mais elle parlait plus vite que d'habitude, presque à bout de souffle. La porte s'ouvrit lentement et Claire apparut, ses yeux brillants d'une façon que Lucas n'avait pas vue depuis des mois. Elle semblait retenir un rire ou un très bon secret. « Lucas, mon chéri, tu peux recevoir une visite très spéciale aujourd'hui. »« Qui ?» demanda Lucas, essayant de mieux s'asseoir dans le lit. Le mouvement le rendait encore parfois étourdi. Mais la curiosité était plus forte que l'inconfort. « C'est une surprise. Mais je peux te garantir que c'est quelqu'un qui va te rendre très très heureux de le rencontrer. » Claire ajusta les oreillers derrière Lucas et lissa sa chemise d'hôpital. « Tu te sens assez bien pour discuter un petit peu ? » « Oui, » répondit Lucas, bien qu'il se demande qui cela pouvait être. Ses grands-parents étaient en Bretagne et ne visitaient que les week-ends. Ses camarades d'école ne pouvaient pas visiter à cause des règles de l'hôpital. Qui d'autre ? 10 minutes passèrent, qui semblèrent une éternité. Lucas pouvait entendre plus de mouvements dans le couloir, des voix basses, quelqu'un donnant des instructions sur la discrétion, et pas de photos. Son cœur commença à battre plus vite, et il se demanda si le moniteur cardiaque trahirait son anxiété. Puis il entendit une voix, grave, douce, avec un accent qu'il reconnaîtrait n'importe où dans le monde. Une voix qu'il entendait dans les commentaires des matchs, dans les interviews à la télévision, dans ses rêves, où il courait lui-même sur la pelouse du Parc des Princes. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être. Lucas regarda sa mère, qui avait une expression de surprise authentique. Elle ne savait pas non plus qui était le visiteur. La porte s'ouvrit lentement et Kylian Mbappé entra dans la chambre. Lucas cligna plusieurs fois, pensant qu'il rêvait ou qu'il avait des hallucinations à cause des médicaments. Mais il était là. Vraiment lui, le joueur que Lucas regardait religieusement tous les week-ends, qu'il imitait dans les rares moments où il se sentait assez fort pour se tenir debout, qui était sur la photo froissée à côté de son lit. Mbappé n'était pas habillé comme Lucas imaginerait un joueur célèbre visitant un hôpital. Rien de costume cher ou de vêtements de marque. Il portait un sweatshirt bleu marine simple, un jean délavé et des baskets blanches qui avaient déjà vu de meilleurs jours. Il portait un petit sac discret, et plus important encore, il était seul. Pas de caméra, pas d'assistant, aucune preuve que c'était un événement promotionnel. Et puis quelque chose se produisit que Lucas n'avait jamais, en ses 8 années de vie, imaginé voir. Au lieu de rester debout à côté du lit comme le faisaient les médecins, infirmières et visiteurs, Mbappé marcha jusqu'où Lucas était allongé et, lentement, prudemment, s'agenouilla sur le sol froid de l'hôpital. Ce ne fut pas un mouvement précipité ou théâtral. Ce fut délibéré, respectueux, comme s'il se préparait pour la conversation la plus importante de la journée. Maintenant ils étaient face à face, œil dans l'œil, à la même hauteur. Lucas pouvait voir chaque détail du visage de son idole. Une petite cicatrice au-dessus du sourcil gauche, les yeux bruns qui semblaient sincèrement intéressés, l'expression douce de quelqu'un qui avait tout le temps du monde pour une conversation. « Salut Lucas !» dit Mbappé, sa voix encore plus chaleureuse en personne qu'à la télévision. « Je suis Kylian. L'infirmière Claire m'a beaucoup parlé de toi. » Lucas resta muet pendant plusieurs secondes, son esprit luttant pour traiter la réalité de la situation. Kylian Mbappé, dans sa chambre, agenouillé à côté de son lit, lui parlant comme s'ils étaient de vieux amis. « Tu es vraiment Mbappé ?» La voix de Lucas sortit plus faible qu'il ne l'aurait voulu, mais c'était tout ce qu'il arrivait à produire en ce moment. « Oui. Et tu es le Lucas qui ne rate aucun match du PSG, c'est ça ? Claire m'a dit que même ici à l'hôpital tu regardes tous les matchs, et tu cries si fort que parfois les autres patients demandent que tu baisses le volume. » Lucas sentit son visage chauffer.
Désolé si je fais trop de bruit. Non, non! Mbappé rit, un son authentique et chaleureux. C'est incroyable! Tu sais qu'au stade on peut entendre les supporters? Parfois, quand je cours sur le terrain, j'imagine que je peux entendre des voix spécifiques crier mon nom. Maintenant je saurai qu'une de ces voix vient d'ici, de cette chambre. C'était la première fois en semaine que Lucas riait. Un rire réel, spontané, qui fit vibrer sa poitrine d'une façon qu'il avait oublié être possible. Marie, observant d'un coin de la chambre, couvrit sa bouche avec ses mains pour ne pas pleurer. Voir son fils rire de cette façon à nouveau était comme assister au lever du soleil, après une très longue nuit. « Puis-je te dire un secret, Lucas ?» demanda Mbappé, se penchant légèrement vers l'avant, comme s'il était sur le point de partager des informations ultra secrètes. Lucas hocha vigoureusement la tête, plus animé qu'il ne l'avait été depuis des mois. « Quand j'avais exactement ton âge, 8 ans, j'ai aussi passé du temps à l'hôpital. Ce n'était pas exactement la même chose que ce que tu traverses, mais c'était très effrayant pour moi. » « Vraiment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je me suis cassé la jambe en jouant au football. C'était une fracture grave, compliquée. Les médecins m'ont dit que je devrais rester des semaines sans marcher, et que peut-être je ne pourrais plus jamais courir de la même façon. Mbappé fit une pause, laissant les mots s'installer. Pour un garçon qui rêvait d'être joueur de football, cela sonnait comme la fin du monde. Lucas se pencha vers l'avant, complètement absorbé par l'histoire. Et tu sais quelle a été la chose la plus difficile ? Ce n'était pas la douleur physique. C'était la peur. La peur que mes rêves soient finis avant même d'avoir vraiment commencé. Je restais allongé dans le lit d'hôpital, regardant le plafond, pensant que peut-être je devrais abandonner et trouver un autre rêve. Mais tu n'as pas abandonné. Non, mais ce n'était pas facile, et ce n'était pas rapide. Tu sais ce qui m'a le plus aidé pendant ces jours sombres ? Lucas secoua la tête, buvant chaque parole. C'était de me rappeler pourquoi j'étais tombé amoureux du football en premier lieu. Ce n'était pas juste de courir plus vite ou de marquer plus de buts que les autres garçons. C'était la sensation de liberté quand tu contrôles parfaitement le ballon. C'était le travail d'équipe, c'était de ne jamais abandonner même quand le score est contre toi. C'était de découvrir que tu es plus fort que tu l'imagines. Mbappé ouvrit le sac qu'il avait apporté et sortit soigneusement un ballon de football. Mais ce n'était pas un ballon ordinaire. Il était plus petit que les normaux, fait d'un matériau doux et flexible, avec une texture qui permettait une prise ferme, même avec des mains petites ou faibles. Celui-ci a été fait spécialement pour toi, Lucas. Je sais que tu ne peux pas sortir pour shooter un ballon maintenant, mais tu peux le tenir, sentir son poids, te rappeler la texture. Parfois, quand on ne peut pas faire quelque chose physiquement, on peut le faire mentalement. Et c'est aussi de l'entraînement. Lucas prit le ballon avec ses 2 mains, ses doigts maigres explorant la surface. Il était parfait, pas trop lourd, mais assez substantiel pour être réel. Il l'amena près de sa poitrine et ferma les yeux un moment, s'imaginant à nouveau sur le terrain. « Kylian, » dit Lucas, utilisant le prénom comme s'ils étaient vraiment amis. « Tu penses que je pourrais rejouer ? Vraiment ?» La question fut posée avec une vulnérabilité si crue qu'elle laissa l'environnement silencieux pendant quelques secondes. Mbappé regarda directement dans les yeux de Lucas avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot. « Lucas, je ne peux pas te faire de promesses sur ce qui va arriver à ton corps. Ce serait malhonnête de ma part. Mais je peux te dire quelque chose que j'ai appris en tant que joueur et en tant que personne. Ce qui rend quelqu'un spécial au football, ou dans la vie, ne se trouve pas seulement dans les jambes ou la vitesse. » Il pointa vers la poitrine de Lucas. « C'est ici. Dans le cœur. Dans le courage. Dans la capacité de se relever après chaque chute. De continuer à essayer même quand tout semble impossible. Mais je me sens si faible maintenant, parfois je ne peux même pas me lever sans avoir le vertige. » Faible ? Mbappé sembla sincèrement surpris. « Lucas, tu affrontes quelque chose qui ferait peur à beaucoup d'adultes. Tu es ici, te réveillant chaque jour, prenant des médicaments qui te font te sentir mal, passant des examens qui font mal. Et pourtant tu souris à ta mère, tu supportes ton équipe, et tu gardes l'espoir vivant. » Il se pencha encore plus près. « Ce n'est pas de la faiblesse, mon ami. C'est la définition de la force, c'est le courage dans son état le plus pur. » Marie, qui avait passé des mois à essayer de trouver les bons mots pour encourager son fils, se rendit compte que parfois les mots les plus puissants viennent d'endroits inattendus. « Puis-je te raconter le jour le plus important de ma carrière de football ?» demanda Mbappé. « La finale de la Coupe du Monde ? Quand tu as marqué 3 buts ?» Mbappé secoua la tête, souriant. « Non. C'était à un entraînement quand j'avais 12 ans. Presque personne ne connaît cette histoire. » Lucas s'installa mieux dans le lit, se préparant à écouter. « Je jouais très mal depuis plusieurs semaines. Je ratais des passes simples, perdais des buts que je marquais normalement les yeux fermés, trébuchais sur ma propre ombre. Mon entraîneur m'a appelé après l'entraînement,
et m'a dit que je n'étais pas au niveau des autres garçons, que je devrais peut-être considérer chercher un autre sport. Il a vraiment dit ça? Il l'a dit. Et tu sais ce que j'ai fait? Je suis allé directement à la maison, et j'ai dit à ma mère que je voulais arrêter le football. Que peut-être il avait raison, que je n'étais pas assez bon. Qu'est-ce que ta mère a dit? Elle s'est assise avec moi dans la cuisine, m'a donné un verre de lait au chocolat, et a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Kylian, le football n'est pas d'être parfait. C'est de ne pas abandonner sur soi-même. C'est de se relever chaque fois qu'on tombe, même quand on tombe 1000 fois de suite. Mbappé fit une pause, laissant la leçon s'installer. Le lendemain, je suis retourné à l'entraînement. Je n'ai pas mieux joué immédiatement. En fait, j'ai raté encore plus de passes ce premier jour. Mais j'ai continué à revenir. J'ai continué à essayer. Et petit à petit, très lentement, les choses ont commencé à s'améliorer. Et maintenant, tu es un des meilleurs joueurs du monde. Maintenant, je suis quelqu'un qui n'a jamais arrêté d'essayer. La différence entre un bon joueur et un joueur spécial n'est pas le talent, même si ça aide. C'est le refus d'abandonner sur soi-même. Mbappé sortit du sac un maillot du PSG, mais Lucas remarqua immédiatement que ce n'était pas un maillot neuf du magasin. Il était légèrement froissé, avec de petites taches qui semblaient être d'herbe et de sueur. Il y avait même une petite déchirure presque invisible près de la manche gauche. Voici le maillot que j'ai porté au match contre Lyon la semaine dernière, celui où nous avons marqué 3 buts en seconde période après avoir perdu 2-0. Lucas écarquilla les yeux. Le vrai maillot? Celui que tu portais pendant le match? Le même. Il a encore de l'herbe du terrain, la sueur de l'effort, et même un peu de la joie de la victoire. Mbappé tint le maillot contre la lumière, comme s'il examinait un trésor. Je veux que tu le gardes, mais j'ai une condition très spécifique. Laquelle? Quand tu sortiras de cet hôpital, et tu sortiras de cet hôpital, je veux que tu portes ce maillot et que tu viennes me voir jouer. Ça peut être dans 2 mois, 6 mois, 1 an, ou le temps qu'il faudra. Peu importe. Quand tu seras prêt, je te veux là dans les gradins, portant ce maillot, criant fort comme tu l'as toujours fait. Lucas serra le maillot contre sa poitrine, sentant la texture du tissu et l'odeur subtile qui portait encore des souvenirs de la pelouse. Et si je n'arrive jamais à y aller? Alors tu auras mené le combat le plus courageux que je connaisse. Mais j'ai un très fort pressentiment à ton sujet, Lucas. Je pense que tu vas surprendre tout le monde, y compris toi-même. Pourquoi es-tu venu me rendre visite? Demanda soudain Lucas. Tu es célèbre, tu dois avoir des choses importantes à faire. Mbappé resta silencieux un moment, comme s'il décidait combien de vérités partager. Parce qu'il y a 3 mois, quand j'ai appris ton histoire, j'ai vu quelque chose en toi qui me rappelait moi-même quand j'étais enfant. Pas la partie football, la partie de ne jamais abandonner. L'infirmière Claire m'a raconté comment tu regardes les matchs, même quand tu te sens mal, comment tu parles encore de recommencer à jouer même les jours les plus difficiles. Il fit une pause. Et parce que parfois, quand on a tout dans la vie, la chose la plus importante qu'on puisse faire est de montrer à quelqu'un qui se bat qu'il n'est pas seul dans ce combat. Tu penses vraiment que je suis courageux? Lucas, tu affrontes quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Tu te lèves chaque jour en sachant que ce sera difficile, que ça fera mal, que ce sera effrayant. Et pourtant tu te lèves. Si ce n'est pas du courage, je ne sais pas ce que c'est. Mbappé s'installa mieux sur le sol, clairement sans hâte de partir. Puis-je te poser une question? Bien sûr. Quelle est ta position préférée au football? Attaquant, répondit Lucas sans hésiter. Comme toi. Pourquoi? Parce que c'est la position où tu peux faire le plus de différence. Où tu peux changer le match quand les choses semblent impossibles. Mbappé sourit. Exactement. Et tu sais quoi d'autre? Les attaquants doivent être spécialisés dans une chose très spécifique. Transformer des situations impossibles en but. Ils reçoivent le ballon quand l'équipe perd, quand il reste peu de temps au chrono, quand tout le monde a déjà abandonné. Et pourtant ils trouvent un moyen. Comment tu fais ça? D'abord, tu n'arrêtes jamais de croire que c'est possible. Même quand tout le monde autour doute, tu gardes la foi. Deuxièmement, tu divises le problème en petites parties. Au lieu de penser « je dois retourner ce match », tu penses « je dois bien recevoir ce ballon, faire cette passe, faire ce mouvement ». Étape par étape. Lucas hocha la tête, absorbant chaque mot. Et troisièmement, c'est le plus important. Tu n'abandonnes jamais, jamais, avant le coup de sifflet final. Parce qu'au football, comme dans la vie, les choses peuvent complètement changer en 1 seconde. Mbappé resta encore 1h30 avec Lucas. Ils parlèrent de tout. Technique de dribble que Lucas pourrait pratiquer mentalement, histoire drôle des vestiaires, autres joueurs que Mbappé admirait, et pourquoi. Il raconta la pression de jouer dans des stades pleins, comment il gérait les nerfs avant les matchs importants, l'importance d'avoir une famille qui vous soutient inconditionnellement. Ta mère semble être une personne incroyable, dit Mbappé, regardant Marie, qui avait passé la dernière heure à essayer de ne pas pleurer d'émotion. Elle est la meilleure, acquiesça Lucas.
Elle dort dans cette chaise horrible toutes les nuits, juste pour rester avec moi. C'est l'amour véritable. Et tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es jamais vraiment seul dans ce combat. Il y a toujours quelqu'un qui t'encourage. Quand vint enfin le moment de partir, Mbappé se leva lentement du sol, ses jambes un peu engourdies après tant de temps agenouillées. Mais avant de sortir, il s'agenouilla une dernière fois à côté du lit de Lucas. Lucas, je veux que tu te souviennes d'une chose très importante. Dans les jours qui viennent, quand tu te sentiras très mal, quand les médicaments te rendront malade, quand la douleur sera si forte que tu voudras tout abandonner, je veux que tu regardes ce ballon et ce maillot. Il pointa vers les cadeaux. Et je veux que tu te souviennes que tu as un ami qui croit en toi, qui sait que tu es plus fort que tu l'imagines, qui t'encourage chaque jour. Je m'en souviendrai. Et Lucas? Encore une chose. Oui? Quand tu recommenceras à jouer au football, pas si, quand? Je veux que tu m'envoies une vidéo en shootant ce ballon, même si c'est juste un petit tir dans la cour de chez toi. Tu peux? Je peux. Je promets. Et je promets que je répondrai à la vidéo. Nous avons un accord? Nous avons un accord. Mbappé se pencha et serra Lucas dans ses bras. Pas une étreinte rapide et formelle de célébrité, mais une vraie étreinte, de celles qui disent « Tu comptes pour moi », sans avoir besoin de mots. Après qu'il soit parti, la chambre resta silencieuse pendant longtemps. Lucas tenait le ballon d'une main et caressait le maillot de l'autre, traitant encore tout ce qui s'était passé. L'air semblait encore porter un peu de l'énergie positive que Mbappé avait apportée avec lui. « Maman, oui mon amour. Je pense que je vais guérir. Vraiment. » Marie s'approcha du lit et embrassa le front de son fils, sentant un espoir qu'elle ne ressentait pas depuis des mois. « Moi aussi mon amour. Moi aussi. » Cette nuit-là, pour la première fois en semaine, Lucas dormit profondément, sans cauchemar, sans se réveiller effrayé au milieu de la nuit. Le ballon resta à côté de lui dans le lit, et le maillot de Mbappé accroché au crochet où il pouvait le voir dès qu'il ouvrait les yeux. Dans les jours qui suivirent, la visite devint une source de force pour Lucas, de façon que personne n'avait anticipé. Quand la nausée des médicaments était trop forte, il tenait le ballon et imaginait Mbappé à 12 ans, retournant à l'entraînement même après avoir été découragé. Quand la douleur était trop intense, il regardait le maillot et se souvenait des mots. « Tu n'es jamais vraiment seul dans ce combat. » Les autres enfants de l'aile pédiatrique furent aussi touchés par l'histoire. Lucas partagea les détails de la visite avec quiconque voulait l'entendre et d'une certaine façon, savoir qu'un des joueurs les plus célèbres au monde s'était agenouillé pour parler avec l'un d'eux fit que tous se sentirent un peu plus spéciaux, un peu plus pleins d'espoir. L'infirmière Claire remarqua un changement non seulement chez Lucas, mais dans toute l'atmosphère de l'aile. Les enfants semblaient plus animés, plus disposés à coopérer avec les traitements, plus enclins à croire que de bonnes choses pouvaient encore arriver. Les mois suivants ne furent pas faciles. Il y eut des jours très mauvais. Des jours où Lucas vomissait tant qu'il pouvait à peine garder de l'eau dans l'estomac, des jours où la fièvre était si haute qu'il délirait, des jours où la douleur était si intense que pleurer semblait être la seule réponse possible. Mais il y eut aussi de petites victoires. Le jour où il réussit à marcher jusqu'aux toilettes tout seul. Le jour où il mangea un repas entier sans se sentir nauséeux. Le jour où les médecins dirent que son taux de globules blancs s'était significativement amélioré. 5 mois et 3 jours après la visite, le docteur Dubois entra dans la chambre 247 avec une expression différente sur le visage. C'était la même expression qu'il avait utilisée quand il avait donné les premières mauvaises nouvelles. Mais cette fois ses yeux brillaient. « Lucas, j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. » Lucas s'assit dans le lit, tenant le ballon qu'il n'avait plus jamais lâché. « Le traitement a fonctionné. Le cancer est en rémission complète. Tu peux rentrer à la maison. » Le silence qui suivit était différent de tous les autres silences qui avaient rempli cette chambre au cours des derniers mois. Celui-ci était plein de possibilités, de futurs qui revenaient à l'existence, de rêves qui pouvaient être rêvés à nouveau. 8 mois plus tard, par un dimanche après-midi ensoleillé, Lucas était dans les gradins du Parc des Princes. Ses cheveux avaient repoussé en boucles douces, ses joues avaient retrouvé la couleur rosée de l'enfance, et bien qu'il soit encore plus maigre qu'avant la maladie, il était clairement, visiblement, vibrant de vie. Il portait le maillot que Mbappé lui avait donné, maintenant soigneusement lavé, mais portant encore des souvenirs de ce jour à l'hôpital. Marie était à côté de lui, portant aussi un maillot du PSG, criant plus fort que quiconque autour. À la 73e minute du match, Mbappé marqua un but spectaculaire, une action individuelle qui commença au milieu du terrain et se termina avec le ballon au fond du filet. 50 000 personnes explosèrent en célébration, mais Mbappé ignora la foule qui criait son nom. Il regarda directement vers la section où Lucas était assis, pointa vers lui avec les 2 mains et fit le geste universel de « C'est pour toi ». Les caméras captèrent le moment,
Et bien que la plupart des spectateurs ne sachent pas pourquoi le joueur avait dédié le but à un enfant spécifique dans les gradins, ceux qui connaissaient l'histoire sentirent un frisson d'émotion. Après le match, Lucas et Marie furent invités à connaître le vestiaire. Quand Mbappé vit Lucas marcher vers lui, portant encore le maillot qu'il avait donné des mois auparavant, le joueur ne put contenir son émotion. « Tu as tenu ta promesse » dit Mbappé, serrant Lucas à nouveau dans ses bras. « Nous avons tous les deux tenu nos promesses » répondit Lucas. 2 ans plus tard, Lucas était de retour sur les terrains de football. Pas comme un prodige ou comme quelqu'un destiné à la célébrité, simplement comme un garçon de 10 ans qui aimait courir après un ballon. Ses jambes avaient retrouvé leur force, bien qu'il soit encore plus prudent qu'avant, plus conscient de combien le corps peut être fragile et précieux à la fois. Au premier match de retour, il marqua un but simple. Un tir de l'intérieur de la surface après un rebond du gardien. Ce ne fut pas spectaculaire, ce ne fut pas digne de titre. Mais pour lui c'était tout. Ce soir-là, comme il l'avait promis, il enregistra une vidéo. Il était dans la cour de chez lui, shootant le ballon spécial que Mbappé lui avait donné, encore parfaitement préservé après tant de temps. « Salut Kylian » dit-il à la caméra, avec un sourire qui illuminait tout son visage. Promesse tenue. La vidéo ne durait que 15 secondes, mais contenait des années de lutte, d'espoir, de détermination et de guérison. 2 heures plus tard, Lucas reçut une réponse. C'était une autre vidéo, cette fois de Mbappé au centre d'entraînement du PSG, tenant un ballon identique à celui qu'il avait donné à Lucas. Promesse tenue aussi, dit Mbappé souriant à la caméra. Je savais que tu y arriverais. Maintenant c'est juste le début, mon ami. Mais la vraie leçon de l'histoire n'était pas dans les buts marqués, ou les promesses tenues. Elle était dans ce que Lucas faisait chaque fois qu'il rencontrait un enfant traversant des moments difficiles, quand il visitait des hôpitaux avec son école, quand il rencontrait des camarades affrontant des problèmes, quand il voyait quelqu'un ayant besoin d'encouragement. Il se souvenait de la sensation d'avoir quelqu'un s'agenouiller pour se mettre à sa hauteur, pour regarder directement dans ses yeux et dire « Tu n'es pas seul ». Et alors il faisait la même chose. Le geste se répandit. Pas à travers les réseaux sociaux ou les campagnes publicitaires, mais de la façon dont les meilleures leçons se répandent. De cœur à cœur, de vie à vie, d'une personne disposée à s'agenouiller pour une autre qui a besoin de se sentir vue. Des années plus tard, quand Lucas devint kinésithérapeute spécialisé en rééducation pédiatrique, il s'agenouillait toujours pour parler avec ses petits patients. Et quand il demandait pourquoi il faisait ça, il racontait l'histoire d'un jour où un des joueurs les plus rapides du monde avait arrêté tout ce qu'il faisait pour se déplacer à la vitesse du soin. Parfois, disait-il, la chose la plus puissante que tu puisses faire pour quelqu'un est simplement montrer qu'il compte assez pour que tu changes ta perspective. Littéralement. Et ainsi, le moment qui avait commencé dans une chambre d'hôpital se multiplia en milliers d'autres moments, prouvant que les plus grands buts de la vie ne sont pas marqués dans les stades, mais dans les cœurs des personnes qui ont besoin de se rappeler qu'il y a de l'espoir, qu'il y a de la bonté, et qu'elles ne sont jamais, jamais, vraiment seules dans leur combat.